Donc on va pouvoir reprendre pour les questions. Donc on va faire passer le micro. Oui, s'il vous plaît, une question. Serait-il possible d'avoir un ordre d'idée du prix du kilowattheure dans ces différentes productions, donc que ce soit éolien, solaire ou autre? Le prix du kilowattheure, disons, création, maintenance, éventuellement mise au rebut, il faut compter le tout, surtout si on parle du nucléaire. Oui, une question en fait un peu dans la veine de la précédente, par rapport aux nouveaux renouvelables que nous présentent abondamment les médias, notamment par exemple le photovoltaïque. En fait, c'était par savoir si le bilan carbone d'un panneau photovoltaïque en fin de vie était positif, nul, négatif, par rapport donc la différence entre ce qu'il a produit comme électricité et l'énergie qui a été nécessaire pour le concevoir, etc. Je ne sais pas si c'est possible de mesurer avec l'augmentation du numérique, puisqu'on nous fait vraiment la pub en ce moment du tout numérique, n'est-ce pas? Moi, ça m'inquiète un peu, parce qu'on parle d'objets intelligents, comme si tout d'un coup l'homme était devenu bête. Et disons que moi ça m'interpelle parce que je pense qu'on n'a certainement pas besoin de la moitié de tous ces objets-là. On peut s'en passer, voilà. Alors, sur le prix. Alors sur le prix, donc on aborde les aspects économiques. Alors il y a 20 pages là-dessus, mais je vais essayer de répondre en gros. Alors, comme il y a beaucoup de choses qui circulent sur les prix, il y a des débats, des débats interminables. Je me suis occupé de chercher les prix des énergies, donc le kilowattheure, production de kilowattheure, suivant différentes sources. Donc c'est pour ça que vous avez plein de petits bâtons. Alors, le premier, le plus clair, c'est la Cour des comptes, donc le rapport 2012 et 2013. Le deuxième, Énergie 2050, c'est un groupe d'experts qui a bossé dessus. L'UFE, l'Union française d'électricité. La DGEC, c'est le ministère de l'énergie. Et puis le troisième est très intéressant parce que c'est le tarif d'achat. Loi NOM. Donc là, l'avantage du tarif d'achat, c'est que vraiment, on a quelque chose d'absolument sûr. C'est-à-dire que, pour résumer, par exemple, l'éolien terrestre, il est à 80 €. C'est le prix de l'électricité rachetée par EDF pour l'éolien terrestre. Ça veut dire qu'il y a une marge bénéficiaire quand même. Donc c'est en dessous de 80. Ça, voilà. Les autres annoncent du 60-70 €. Donc ça tourne dans ces alentours-là. On peut pratiquement dire que ça tourne dans ces alentours-là sans trop se planter. Et c'est pareil pour le photovoltaïque, par contre, vous voyez, on est à 400. Ça veut dire que vraiment, ça coûte quand même très très cher. Ça, c'est ce que doit c'est l'obligation d'achat d'EDF. Si vous êtes un producteur d'électricité photovoltaïque, vous le revendez à EDF à ce prix-là. Jusqu'à une période récente, c'était du 400 € par mégawattheure. Mais les autres affichent du 200, etc. Bon, mais ça donne une idée quand même du prix de production. Donc, en gros, l'électricité qui est pas chère, qu'on produit, c'est le nucléaire, l'hydraulique, production à gaz. Ensuite, quand on commence avec l'éolien terrestre, déjà, c'est un peu plus cher. C'est quand même.
et ensuite, l'éolien offshore, là c'est encore beaucoup plus cher, parce qu'il faut gérer, il y a tout un aspect de gestion, etc. Et après, bon, le photovoltaïque, là c'est quand même très très cher. Alors le système fait que ces énergies-là continuent de se développer parce qu'il y a ces tarifs de soutien, de rachat d'EDF. Alors, ça peut être bien pour développer une filière, se dire que on va faire un effort pour développer une technologie qui n'est pas encore mûre, pour qu'il y ait effet de masse, etc. Mais se pose la question du financement. Or, en fait, qui finance ça, c'est nous tous. Hein. C'est dans notre facture d'électricité, c'est la ligne CSPE. Il y a quelque part une petite injustice, enfin même une injustice, parce que on a des consommateurs, des usagers qui ont des revenus très faibles et qui finalement contribuent à financer une électricité très chère avec des profits derrière qui sont assez faramineux, parce que très vite cette histoire de tarifs de rachat, c'est devenu un placement financier. On est harcelé par téléphone, on n'est plus dans une logique première qui est le développement d'une filière, etc. Ça devient un placement financier, quoi. Et ce placement financier, c'est des profits qui se font sur le dos du citoyen lambda qui paye sa facture d'électricité, etc. C'est un détournement de fonds. Donc il y a quand même quelque chose à revoir complètement dans ces politiques incitatives de développement des nouvelles énergies renouvelables. Alors voilà, bon, j'ai un peu répondu sur le prix du kilowattheure. Alors attention, quand on donne ces prix-là, très souvent, les débats interminables, c'est « ah oui, mais on n'a pas compté les déchets, ah oui, on n'a pas compté le démantèlement, etc. etc. » En fait, c'est pas très connu, c'est que quand vous payez votre électricité, dans votre facture, c'est déjà compris dedans. C'est-à-dire qu'on a déjà anticipé le démantèlement, la question des déchets, la question de la construction de centrales, etc. Et pour tout. Hein. Donc, et ça, c'est pas connu. C'est-à-dire que très souvent, on dit souvent, ah oui, mais il y a des coûts cachés dans la production d'électricité, il y a des dizaines de milliards d'euros qui sont planqués, dont on n'a pas tenu compte, etc. C'est complètement faux. Il y a un provisionnement. Le vrai débat, c'est qu'est-ce que fait EDF de cet argent qui est provisionné sur nos factures et qu'elle devrait garder et réserver pour les travaux futurs de démantèlement, etc. Et ça, c'est le vrai débat. EDF a eu tendance à utiliser cette grosse manne financière pour des politiques d'investissement à l'étranger, de rachat, etc. Parce qu'il faut résister à la tentation d'avoir d'être assis sur un matelas de plusieurs dizaines de milliards d'euros et de le garder pour des dépenses futures. Quand on est une entreprise publique qui fonctionne avec une logique de service public, ça peut marcher. Mais comme EDF, de plus en plus, on a introduit pour privatiser un service public, il n'y a pas besoin de le privatiser à 100%. Hein. Il suffit de mettre 10% de privatisation, et c'est ça qui va guider la politique de l'ensemble de l'entreprise. Parce qu'il y a les actionnaires qui réclament des résultats, etc. Hein, donc, et EDF, même si elle reste encore essentiellement publique, et qu'il y a encore des restes avec des logiques de long terme, on voit ça, avec cette privatisation, que cet argent-là, c'est le gros débat, c'est qu'est-ce que vous en avez fait et comment vous provisionnez maintenant, etc. Mais c'est prévu. Et c'est rare quand même pour être noté. Dans pas mal de secteurs industriels, on ne travaille pas autant en amont dans les prix, quand vous achetez un objet, dedans, le coût du démantèlement de l'usine, du retraitement des déchets, etc., que va provoquer votre objet, c'est très symbolique. C'est pas compris dedans. Pour l'électricité, c'est compris. Hein. Et alors, pour vous donner un ordre de grandeur, là-dedans, tout ce qui est déchets, démantèlement, etc., c'est de l'ordre de 5% au total du prix de l'électricité. Vous avez quelque chose, alors de mémoire, 15-20% qui est de l'ordre de l'investissement initial, et puis le reste, le fonctionnement, le fonctionnement de la centrale. Hein.
dans ces affaires d'économie, attention à bien faire la division. Parce que on peut annoncer des gros chiffres, annoncer du 80 milliards d'euros, du 50 milliards d'euros, du 100 milliards d'euros, mais c'est oublier qu'il s'agit d'un système qui a produit de l'électricité pendant 40-50 ans à un pays de 50 millions d'habitants. Donc quand on divise par le nombre de kilowattheures qu'a produit l'ensemble du système, comme dirait l'autre, ça fait pchit. Ça fait le fameux 4-5% du prix de l'électricité. Donc s'il y a un débat, ça peut être 6-7%, ou plutôt 3-4%. Mais on voit que ça varie pas du simple au double. Hein. Et je pense que c'est bien de dépenser 5-6-7% en amont pour prévoir tout ça bien à l'avance. Ce que ne fait pratiquement aucune industrie. Hein. Voilà, tous ces éléments-là, je les ai développés dans le livre, hein, mais je vous donne, voilà. Le nouveau renouvelable, la réponse, le bilan carbone, c'était dans le graphe de tout à l'heure. Hein. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est tout compris. C'est-à-dire que quand je dis que le photovoltaïque, c'est 46 grammes de CO2 par kilowattheure, c'est tout compris. C'est-à-dire en comptant le fait qu'un panneau photovoltaïque moyen dure tant d'années, qu'il a fallu tant d'énergie pour le produire, qu'il va produire tant d'électricité dans sa durée de vie, etc., etc. On compile, donc c'est ça. Donc ça reste quand même intéressant. Hein. C'est pas, après, on a d'autres problèmes, c'est-à-dire les problèmes d'échelle. Il faut en mettre des millions de mètres carrés pour produire. Il y a le problème de l'intermittence, du stockage d'électricité, etc. Mais ça reste intéressant en termes de bilan CO2. Hein. C'est, numérique. Alors, le numérique, il me semble que le numérique au niveau mondial, ça commence à être, c'est quelques pourcents de la consommation énergétique. Donc c'est quand même, mais ça reste énorme, hein, parce que et ça va en augmentant. Bon, je passe sur le commentaire de l'intelligence numérique, etc. Je pense que le numérique nous rend de grands services, va nous rendre de grands services dans pas mal de domaines, mais il est aussi extrêmement aliénant. Moi, je le vois avec mes élèves. C'est très difficile de faire cours. Ils sont tout le temps, ils sont hyper connectés à un tel point que c'est une drogue. C'est-à-dire que j'ai du mal. Alors, je le dis chaque année, je leur dis, mais vous ne sortez pas votre portable. Mais en 1 heure de cours, tous ont sorti à un moment donné leur portable, ont consulté leur mail, etc. Donc on est dans un zapping numérique continuel qui est catastrophique pour les jeunes. Encore nous, on a encore vécu dans un monde où on a eu la chance d'avoir des livres, donc on s'est posé à certains moments pour réfléchir à des problèmes ardus, et donc on s'est formé en se coltinant de vrais problèmes. Et après seulement on a eu le numérique dans les mains. Mais ceux qui ont eu le numérique, des gosses, des tout petits, ils n'ont vécu qu'un monde de zapping numérique. Et ça c'est un problème. Ça va nous rendre de grands services, mais il y a ce problème-là qui moi, je le vois dans l'enseignement, c'est terrible. Bon, voilà, c'est quelques pourcents. Alors, moi j'aurais tendance à dire que par exemple les centres de données qui consomment énormément d'énergie, parce que tous ces données-là, il faut les traiter, etc. C'est grave parce que ça consomme d'énergie, mais en même temps, avec la cogénération, parce que c'est surtout de la chaleur qui est dégagée, on peut chauffer des piscines, on peut utiliser pour des réseaux de chaleur. Donc, c'est pas forcément perdu. Parce que ces systèmes-là, il faut les refroidir, et on peut les refroidir intelligemment. Voilà, moi c'est ce que on peut aller vers ça. C'est-à-dire, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut encourager la surconsommation, etc., quoi. Moi, je souhaiterais que vous reveniez un peu sur le modèle énergétique allemand, qu'on nous présente comme un modèle en transition, quand même, certes avec une augmentation de la production d'énergie par le charbon, mais de manière très très transitoire. Et si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit tout à l'heure, vous ne croyez pas du tout
à ce que les énergies renouvelables finalement se substituent progressivement à cette production d'énergie par le charbon. Oui, alors, les énergies renouvelables, en fait, elles sont mûres pour la production de chaleur. C'est-à-dire, par exemple, typiquement le solaire, si je vous dis l'énergie solaire, pour vous tout de suite, enfin pour la plupart d'entre vous, c'est le photovoltaïque. En fait, il y a un autre solaire qu'on oublie, c'est les chauffe-eau solaires. Et là, c'est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que les rendements thermodynamiques, etc., bon, c'est sûr qu'on ne peut pas faire des placements financiers parce qu'il n'y a pas un marché de l'eau chaude. Vous n'allez pas vendre de l'eau chaude à une bourse de l'eau chaude. Hein. Donc l'eau chaude, vous allez la consommer pour vous. Hein. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ce n'est pas autant développé que le photovoltaïque, où là, on a eu très vite une spirale financière derrière. Donc les énergies renouvelables, pour tout le domaine de la chaleur, ça peut prendre une grosse part. Ça peut remplacer, ça peut tailler des croupières, au chauffage au fioul, au chauffage au gaz, etc. Voilà. Maintenant, on a le problème de l'électricité. Et là, avec l'électricité, les nouvelles énergies solaires et éoliennes, elles sont intermittentes. C'est-à-dire que, en fonction de la météo. Et donc, le problème qu'on a, c'est qu'on a une énergie qu'on ne maîtrise pas, dont la production n'est pas maîtrisée dans le temps. Donc, quand il y a du vent, ben, on peut récupérer, mais quand le vent chute, d'un coup, eh bien, il faut pouvoir gérer, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire aux gens, bon là, le vent vient de chuter, vous éteignez, vous arrêtez, voilà. Là, vous avez une panne d'électricité généralisée à l'échelle d'un pays, et là, c'est des milliers de morts. C'est clair. S'il y a une panne généralisée, par exemple en Allemagne, et il frôle cette panne-là, ça a des conséquences dramatiques, quoi. Donc on est obligé toujours d'injecter autant d'électricité que le pays en consomme. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand il n'y a pas de vent, eh bien, on fait appel à d'autres sources énergétiques. Quand vous êtes un pays montagneux, bah, vous pouvez utiliser du renouvelable. Mais le renouvelable, même en France, il est déjà utilisé pour lisser un peu, rentrer en adéquation la consommation et la production. C'est hydraulique. Ouais, c'est hydraulique. C'est ça. Hydraulique, en fait, en France, il sert beaucoup à ça. Et l'autre énergie qui sert à ça, c'est les centrales à gaz. Pourquoi les centrales à gaz? Parce que c'est le seul moyen, c'est le seul système de production énergétique que vous pouvez démarrer très rapidement. Donc quand il n'y a pas de vent, on démarre les centrales à gaz pour compenser, boucher le trou, pour éviter la panne généralisée. Et ça, c'est un problème qui fait faire des cauchemars aux ingénieurs énergéticiens, notamment en Allemagne, qui doivent gérer ces fluctuations assez rapides de vent, de soleil, et puis d'un coup. Et donc, ce qui se dit dans les milieux des ingénieurs de réseau, etc., c'est que boucher un trou de 5%, on sait faire. 10%, on sait faire. 15%, ça commence à être compliqué. 20%, on est à la limite. Au-delà, c'est pas possible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... il vous manque 20% d'un coup de l'électricité que vous venez de produire. Allumer de quoi, en quelques minutes, de quoi faire face à ces 20%, on ne sait pas faire. Et donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que tant qu'on n'a pas ce fameux stockage de l'électricité massif, parce que si on avait ça, bah, la bonne affaire. On ferait tourner quand il y a du vent, etc. Et puis, on emmagasinerait de l'électricité. Puis on l'injecterait dans le réseau quand on en a besoin. C'est-à-dire qu'on aurait de l'électricité, on n'aurait plus ce problème de la maîtrise du temps. Hein. Donc, mais ça, on ne l'a pas. Alors on va me dire, oui, mais on l'a quand même avec l'hydraulique, les steppes. En fait, ce qu'on fait, c'est que quand on a de l'électricité en trop, on fait tourner une pompe, on fait monter de l'eau dans les barrages, les Alpes, et ensuite, dans la journée, on fait redescendre. Hein. Mais sauf que tous nos barrages sont pris, déjà. C'est-à-dire que pour faire rentrer du renouvelable supplémentaire, il faudra en construire d'autres. Et là, on ne peut plus. Voilà. Donc c'est là, il y a un plafond technologique qui fait que pour un grand pays, il est difficile d'aller au-delà de 20% de l'électricité intermittente. Alors, une fois que vous avez mis les 20%, il
Vous pouvez compléter avec 10% d'hydraulique si vous êtes un pays montagneux, donc vous êtes à 30. Qu'est-ce que vous pouvez faire un peu bon, après, après, très vite, il vous reste 70% à combler. Et là, vous avez, c'est les énergies conventionnelles. Et les Allemands, c'est essentiellement le charbon et le gaz. Ce sont des gens sérieux quand même, les Allemands. Donc Ah oui, c'est très sérieux. La sortie prochaine. Ah oui, oui, oui. Oui. Donc, alors en 2011, voilà. Donc ça ne pourra se faire pour vous que par une augmentation durable. Ils le disent eux-mêmes maintenant. Du charbon. Ils le disent eux-mêmes. Ils disent clairement, même au niveau politique, ils le disent, bon, on s'est planté. On s'est planté. Alors, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, en fait. Parce que, comment faire? Parce que vous avez vu que, produisent autant quand même, il reste encore pas mal de nucléaire. Quand ils vont faire sauter le nucléaire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter la part d'énergie renouvelable intermittente alors qu'on n'a pas encore cette technologie, le Graal que recherchent tous les physiciens. Celui qui trouve un moyen de stocker massivement de l'électricité, l'équipe de physiciens qui trouve ça, a le prix Nobel de physique, le prix Nobel de chimie et le prix Nobel de la paix en même temps. Prix Nobel de la paix parce qu'il va résoudre un problème, une question cruciale qui est l'énergie, qui est responsable d'une bonne partie des guerres qu'on mène actuellement, quoi. Donc c'est vraiment le Graal. Et pour l'instant, on ne l'a pas. Hein, donc, comment faire? Augmenter, passer à 25%, c'est pas raisonnable. Les ingénieurs, ils se tirent une balle. Voilà. Donc, oui, ce qu'ils vont faire, c'est le gaz, parce que c'est plus acceptable. Vous n'avez pas tous les métaux lourds à l'intérieur. Ça émet du CO2 quand même. Vous n'avez pas tous les métaux lourds. Et puis le charbon, peut-être avec des technologies propres. Donc ce qui répondent, eux, c'est captage carbone. Eux, ils disent, les Allemands, mais ok, c'est vrai, c'est polluant, mais on va trouver un moyen de capter le carbone, de le stocker. Mais ils l'ont pas encore. Et en 2011, ils ont été un peu... ils ont péché par naïveté. Mais c'est les politiques qui ont péché par naïveté. L'effet de Tchernobyl aussi, peut-être un peu. C'était avant, juste après. Alors, Tchernobyl a provoqué... Tchernobyl a provoqué la première sortie du nucléaire. C'est-à-dire que fin des années 90, Schröder arrive au pouvoir avec son ministre vert. Ils ont décrété la sortie du nucléaire. Donc ils étaient partis pour ça. Et après, la droite est revenue en Allemagne, et la droite a fait marche arrière. Elle dit non, on ne sort pas du nucléaire, on garde le nucléaire. Après, il y a eu l'accident de Fukushima, et là, la droite elle-même, dans un grand discours d'Angela Merkel, le lendemain de Fukushima, a dit bon, on était pour le nucléaire, mais maintenant on va arrêter parce qu'il y a eu Fukushima, etc. Grande politique énergétique, qui a mis d'ailleurs en difficulté la gauche, parce que il reprenait finalement les idées de la gauche et il leur disait dans le Parlement, mais maintenant vous allez voter pour notre politique parce que finalement on est revenu sur vos idées. Hein. Et quand les ingénieurs et tout ça disaient, mais écoutez, 80% d'énergie renouvelable pour le mix électrique, c'est tout simplement une folie. Parce qu'on n'a pas ce moyen de stocker de l'électricité. Et là, le péché de naïveté, qui consiste à dire, oui, mais on va trouver. Il suffit de mettre énormément d'argent dans la recherche et on va trouver. Sauf que la recherche, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que c'est pas... On ne dit pas, je mets de l'argent dans ce domaine et vous allez me trouver ça dans tant d'années. Là, il ne s'agit pas de recherche-développement, il s'agit faudrait de l'ordre de la découverte. Et là, on ne maîtrise pas. Sinon, si la recherche fonctionnait comme ça, je l'ai dit tout à l'heure, ça ferait 30 ans qu'on aurait trouvé un médicament contre le cancer, qu'on aurait enrayé des problèmes bien plus graves que ça. Mais là, ça et donc, effectivement, les Allemands ont mis énormément d'argent dans la recherche, mais on ne sait pas quoi trouver. Donc, c'est pas facile de flécher des dépenses de recherche pour trouver un truc dont on ne sait pas. Imaginez-vous au 19e siècle, quelqu'un qui dit on va essayer de trouver un autre moyen que la lampe à pétrole. On va mettre de l'argent dans la recherche pour peut-être améliorer la bougie ou la lampe à pétrole. On n'aurait jamais découvert l'électricité. Le meilleur moyen de découvrir l'électricité, c'est de financer toutes les branches de la physique et de la chimie qui existaient déjà à l'époque, de financer des gros feignants comme Einstein, qui produisait des travaux complètement inutiles et
qui n'avaient aucun rendement de profit, etc. Et il y en avait plein Einstein c'est le XXe siècle, mais au XIXe siècle, on pourrait trouver plein de physiciens qui faisaient des recherches qui, aujourd'hui, qu'on ne financerait pas. Mais en fait, c'est ces recherches-là qu'il faut financer. C'est toutes les recherches en maths, en physique fondamentale, en chimie, même en mathématiques, etc., qui permettront peut-être peut-être qu'il y en a un qui va renverser une éprouvette et qui va se rendre compte que... Et puis là, ça va changer la donne. Et là, tout ce que je viens de vous dire, là, n'est plus valable. Mon livre n'est plus valable. Hein, c'est tant mieux, hein, je demande que ça. Mais pour l'instant, tant qu'on en est là, il y a ce chiffre de 20% du mix. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on a de l'hydraulique, qu'est-ce qu'on fait des 70% d'autres? Et donc, pour en revenir aux Allemands, j'avais pris le livre parce que c'est quand même assez éloquent de répéter ce que dit le ministre de l'énergie, page 12, en bas de page. Donc c'est le ministre de l'énergie allemand qui parle, 2014. Donc ça y est, l'énergie-wende est lancée, etc. On sait à peu près où est-ce qu'on va, si ça fonctionne ou pas. Bon, la vérité est que la transition énergétique, le plan allemand visant à faire passer la part de la production renouvelable d'électricité à 80% en 2050 est sur le point d'échouer. La vérité est que sur tous les aspects, nous avons sous-estimé la complexité de cette transition énergétique. La noble aspiration d'un approvisionnement énergétique décentralisé et autonome est bien sûr une pure folie. Ministre de l'énergie qui dit ça. Quoi qu'il en soit, la plupart des autres pays d'Europe pensent que nous sommes fous. En fait, leurs ingénieurs les avaient prévenus. Parce que c'est un pays sérieux. Mais c'est le péché de naïveté des politiques qui ne comprennent pas comment ça fonctionne la recherche. Qui n'ont pas forcément... ça ne marche pas comme ça. Il y a un précédent comme ça, c'est Nixon, qui avait, dans les années 70, il avait lancé 4 plans. Un plan autour de l'espace, un plan sur l'informatique, un plan... je ne sais plus quel. Et puis il y avait un plan, ces plans-là, c'était dans 15 ans, arriver à ça. Dans 15 ans, arriver à ça. Et il a réussi tous ces plans, sauf un. Il y en avait un, c'était dans 15 ans, vaincre le cancer. Les années 70. Pourquoi ce plan n'a pas fonctionné? Parce que contrairement aux autres plans, c'est pas de la recherche-développement. On est dans autre chose. Et si vous voulez, on voit des complots partout, des lobbies partout. Mais c'est vrai, ils existent ces lobbies. Hein, mais c'est pas les lobbies qui expliquent qu'on n'arrive pas à trouver un moyen de stocker massivement de l'électricité. Il y a vraiment une difficulté de l'ordre scientifique, épistémologique, il faudrait une rupture, quoi. Et ça, c'est pas facile à faire comprendre. Parce qu'on est abreuvé d'idées qu'il y a des lobbies partout, que si on n'en est pas là, c'est parce qu'on n'a pas mis assez d'argent ici, etc. etc. C'est oublier que la recherche, en plus, c'est mondial. C'est-à-dire que s'il y avait un seul pays qui avait trouvé, c'est quand même bizarre que tous les pays en même temps ne trouvent pas. Vous voyez, c'est... Bon, voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas quand même. Ah, ça ne veut pas dire. C'est pour ça que peut-être que demain, mes livres seront mis à la poubelle. Hein, c'est possible. C'est peut-être demain, c'est peut-être dans 1 an, c'est peut-être dans 10 ans, c'est peut-être dans 100 ans, c'est peut-être dans plusieurs siècles. Ça, on ne peut pas flécher ça. Hein, ça, c'est très compliqué. C'est pas facile à prononcer comme discours, ce que je dis, parce qu'on croit... on veut que la science soit aux ordres. Voilà, ben non, c'est plus compliqué que ça. Je ne sais pas si j'ai à peu près répondu le plus brièvement possible. Autre question peut-être? Oui, j'avais juste une question subsidiaire, éventuellement. Vous avez parlé tout à l'heure des fondamentaux que l'on a eu. Des fondamentaux sur toutes les puissances, les tonnes équivalent pétrole pour les habitants. Vous avez parlé de l'Afrique. Et actuellement, je ne sais pas où c'est rendu d'ailleurs, l'affaire de Jean-Louis Borloo et de l'électrification de l'Afrique. Par quel bout ils peuvent prendre la chose pour la production, justement, même si l'électrification est possible? Voilà la question. Oui, ça c'est une vraie question, parce que c'est une question terre à terre. Mais il faut faire de l'écologie aussi avec ça. C'est-à-dire qu'on a tout un continent qui est démuni,
Et eux, ils n'attendent pas de l'énergie dans 30 ans, 40 ans, quand on aura fait la super découverte. Il faut de l'énergie vite, parce que les gens meurent, tout simplement. Donc c'est avec les technologies actuelles. Aujourd'hui, ils peuvent faire avec l'hydraulique. C'est une technologie largement maîtrisée, etc. Donc ça veut dire qu'il faut engager de vastes investissements. Alors, bien sûr, il ne faut pas faire ça n'importe comment. C'est-à-dire qu'il faut... mais à un moment donné, entre envahir une vallée, c'est une question d'arbitrage, de nuisance, entre envahir une vallée et déplacer quelques villages pour pouvoir sauver des millions et des millions d'habitants parce qu'on leur fournit de l'électricité, ça, ce sont des arbitrages que les pays africains doivent avoir eux-mêmes. Nous, on les a eus et on les a pris, et je pense qu'on est plutôt content d'avoir 13% d'électricité hydraulique. On a envahi quand même des vallées entières, on a déplacé des villages. À l'époque, il y a eu des manifs et tout, ça a été dur. Donc aujourd'hui, on ne pourrait pas faire un barrage comme Tina. Ça, c'est pas possible. Ça, voilà. D'ailleurs, ça interpelle, parce que, bon... donc ils peuvent faire avec de l'hydraulique. Après, ce sera... Remarquons quand même que déjà, s'ils faisaient avec ça, ils pourraient faire fonctionner quelques hôpitaux, les choses basiques. Ce serait déjà pas mal, quoi. Après, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Eh ben, moi, j'aurais tendance à dire que, dans un premier temps, les technologies de base, comme alors le solaire, parce qu'ils ont beaucoup de soleil, donc ils peuvent avoir une part significative, plus que nous, mais ça ne couvrira pas tous les besoins, mais ça peut être intéressant. Mais après, il y a encore la grosse masse des 60-70%, qu'est-ce qu'on en fait ? Bon, là, je pense que la plupart des pays africains devront produire leur électricité d'abord par du gaz et du charbon. Parce que c'est une technologie qu'ils peuvent maîtriser. Ils ne peuvent pas faire de nucléaire. Il y a pratiquement, à part l'Afrique du Sud, qui maîtrise à peu près toute la chaîne et qui a d'ailleurs acheté, je ne sais plus, pour 40 milliards d'euros de réacteurs à la Russie. C'est un des plus gros investissements. Oui, c'est énorme. Mais eux, il faut que les pays apprennent à maîtriser toutes ces technologies nouvelles pour pouvoir contribuer à ce que je dis. Ça veut dire que nous, on a un devoir de libérer ces ressources énergétiques, gaz, charbon, basiques, pour les remplacer par des technologies que nous, on maîtrise, pour que les autres puissent l'utiliser pendant quelques dizaines d'années, pour qu'ensuite ils puissent passer à autre chose. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il faut organiser tout ça. Donc voilà comment je vois à peu près les choses. Mais oui, l'Afrique, c'est un vrai problème. Alors, qui joue aujourd'hui le rôle d'investisseur massif dans les équipements ? C'est la Chine. Et ça, c'est bien fait pour la communauté internationale, parce que qu'a fait le FMI pendant des années ? Ça a été une politique du bâton, de destruction des services publics, etc. La Chine fait autre chose, avec aussi des choses qui sont inacceptables, mais on voit bien que c'est pas le FMI, c'est pas la France-Afrique, c'est autre chose. Il y a une coopération. Ils construisent des universités, ils construisent des équipements, des routes, des barrages. Évidemment, il y a de l'exploitation derrière, etc. Il y a plein d'exemples comme ça. Mais ils sont quand même dans une autre logique. Pourquoi ? Parce que je pense que les Chinois ont compris que c'était le continent à 2 milliards et 4 milliards. Donc c'est là que ça va se passer. L'avenir du monde va se jouer là. Donc ils y mettent un pied. Et ils y mettent un pied, pas... Il y a de la domination, mais pas la domination comme on a connu avec la France-Afrique, etc. Il y a une chance qui a été ratée. Les Français auraient pu, s'ils avaient développé une vraie coopération, s'ils avaient utilisé les outils internationaux comme les FMI, etc., pour vraiment financer le développement, etc., l'Afrique serait peut-être tout autre. Bon, maintenant, ils passent à autre chose, et on peut les comprendre. Est-ce que vous pensez que la meilleure solution dans l'immédiat serait les économies d'énergie, l'arrêt du gaspillage en fait, pour justement pallier à toutes ces problématiques de production d'énergie mais est-ce que vous pensez que c'est compatible avec une société ultralibérale dans lesquelles les lobbies ont un certain poids et qui nous pousse à toujours plus de consommation et donc toujours plus de consommation d'énergie. Voilà.
Alors, d'abord, tout à l'heure, tout au début, quand j'ai parlé des 2 TEP, c'est-à-dire que la France passe quand même de 4 à 2. C'est super ambitieux, hein, déjà. Donc, dans ce que je vous dis, c'est-à-dire l'augmentation de la production mondiale, inclut dedans les efforts d'économie d'énergie. C'est-à-dire que si on ne fait pas les économies d'énergie, eh bien, on n'est plus à 19 milliards, mais plutôt à 30. C'est pour ça que très souvent, vous ne l'avez pas fait là, mais très souvent, il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais là, tout à l'heure, vous nous disiez qu'il fallait augmenter la production d'énergie. Pourtant, la dernière diapo, vous montrez que les économies d'énergie, c'est une grosse partie de la solution. » Oui, bien sûr, mais ça, c'est la courbe d'émissions de CO2. Si vous ne faites pas ça, vous êtes à 30, et puis à 19. Donc ça modère en fait la production. Alors évidemment, le système actuel, son curseur, c'est quand même le profit. Alors, il doit tenir compte de lois, de législation plus contraignantes en écologie. Donc il doit à chaque fois tenir compte. Mais son curseur unique, c'est le profit. Et on est dans un système qui est tellement malin qu'il a plusieurs temps d'avance sur nous. Parce que les entreprises, elles sont armées d'avocats, de fiscalistes, etc., qui décortiquent les lois pour trouver les failles et continuer, malgré les réglementations, etc., à faire de l'écologie tout en n'en faisant pas. Je vous ai parlé par exemple de la centrale à bois. Un investisseur qui construit une centrale à bois qui produit de l'électricité, c'est labellisé vert. Hein. Mais il ne vous dira pas que le bois vient du Brésil. Et là, la réglementation, elle a un temps de retard, parce qu'elle n'analyse pas le cycle de vie total. Elle dit, puisque c'est du bois, c'est des énergies renouvelables. Vous voyez ? Donc, l'énergie grise n'est pas compris dedans. Par exemple, quand on vous dit, on a fait un bâtiment à énergie positive, et il va être classé énergie positive, on n'inclut pas l'énergie grise dedans. C'est-à-dire que si vous bardez votre maison d'appareils très sophistiqués, etc., alors hors bioclimatisme, parce que le bioclimatisme, ça coûte 0, orienter une maison dans le sud, mettre des ouvertures dans le sud, récupérateur de pluie, un puits canadien, etc., on peut faire pas mal de choses. Mais après, quand vous avez une densité, vous ne pouvez pas faire ça tout le temps. Mais c'est pas inclus dedans. C'est-à-dire que la réflexion n'est pas poussée jusqu'à faire l'analyse de cycle total de la production, comme j'ai montré tout à l'heure. Hein, le gramme par CO2 par kilowattheure, là, c'est une vraie analyse globale. Hein. Donc on a ce problème d'un système qui a plusieurs temps d'avance, qui est beaucoup plus rusé que nous, et qui arrive à interpréter les réglementations pour refaire de l'argent. On a parlé du photovoltaïque qui peut être intéressant pour une part du mix électrique, et puis aussi pour maintenir une maîtrise dans un domaine qui, comme je vous dis, si on trouve un moyen de stocker massivement de l'électricité, mon livre je ne le vends plus, mais c'est pas grave, mais en tout cas on va pouvoir développer massivement le photovoltaïque. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc il faut garder toujours la main sur ces technologies-là. Par exemple, les énergies marines, ça ne fait pas le compte pour produire massivement de l'électricité. Moi je suis pour qu'on installe quand même des hydroliennes, etc., pour qu'on maîtrise cette technologie. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des choses qui vont changer, puis on sera bien content d'avoir bien réfléchi à l'aérodynamisme des pales, etc. Toute cette... voilà. Mais on voit bien que, par exemple, pour le photovoltaïque, c'est très vite devenu un instrument financier de plus, un placement financier. Vous êtes harcelé au téléphone, etc. Il y avait même une pub à un moment donné, c'était si vous ne le faites pas pour la terre, faites-le pour l'argent. Je ne sais pas si vous avez vu cette publicité. Ils en étaient réduits à ça. Et c'est vrai, hein, c'est une publicité tout à fait officielle qui est apparue dans le métro, etc. Et c'était pas de l'humour. C'était les gens qui disaient, écoutez, bon, vous voulez pas le faire pour l'écologie, mais vous allez gagner quand même. Et oui, effectivement, on gagne de l'argent parce qu'avec le mécanisme de tarif de rachat, à plusieurs centaines d'euros, eh bien, on fait payer tous les usagers, et derrière, on a des profits pour une énergie qui est pourtant très chère. Par quel miracle ? Par ce dispositif-là. Et comment on arrive à mettre ce dispositif-là ? Là, on fait actionner les bons lobbies pour faire voter les lois qui obligent, etc. Et il y a des députés qui vont vraiment croire que c'est une bonne loi.
parce qu'on leur a convaincu que c'était écologique, etc. Mais derrière, il y a des centaines de millions d'euros de profit sur une base écologique. Après, je ne parle même pas de la société, plus généralement de la société de consommation, c'est-à-dire on est dans un système où tout est organisé, l'obsolescence programmée des objets, mais tout est organisé pour pousser à la consommation. Ça, c'est clair. Parce que la préoccupation, le critère, c'est pas de produire un objet en tenant compte du bilan global écologique, de son impact, de sa recyclabilité, sa réparabilité, etc. C'est de produire pour qu'il puisse se vendre. Et donc, on va même organiser son obsolescence au bout de quelques années. Et on va même renouveler des envies. Il y a des milliers de psychologues qui passent leur vie à ça, à réfléchir sur les publicités, etc. Et là, vous voyez que ça dépasse l'enjeu juste de l'énergie, où il faut un changement de société, de système, pour qu'on ait d'autres critères. Et donc, j'avais un petit peu dit par rapport aux investissements massifs qu'il faudra engager, quoi. Voilà. Donc c'est très politique, cette affaire-là aussi. Bon, puisque Amar doit rentrer sur Paris maintenant, on va peut-être le laisser repartir en le remerciant une nouvelle fois.